Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Samedi 25 mars sur Walf TV, c'est parti pour Actu en 7, votre rendez-vous hebdomadaire. Nous ferons l'analyse et le commentaire de l'actualité de la semaine avec nos très chers invités où nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Moustapha Sow, il est journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Également sur ce plateau avec nous, Karim Diakhaté, journaliste également. Bienvenue. Bonjour, Mamanta. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer l'analyse de l'actualité. Nous allons parler du face-à-face du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avec des parlementaires. C'était ce jeudi pour revenir sur les questions brûlantes de l'actualité. Alors, je vais démarrer avec vous, Moustapha Sow. Dites-nous que retenir des questions qui ont été traitées à l'Assemblée nationale entre le Premier ministre, le gouvernement, je dirais, et les parlementaires. Voilà, je vous remercie, mais permettez-moi d'abord de saluer la présence de mon confrère et ami Karim Diakhaté. Ensuite, vous me permettrez de présenter mes condoléances au peuple sénégalais suite au rappel à Dieu du Khalife général de Tidjane, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Je crois que sa disparition est une perte immense pour le Sénégal, l'Afrique et le monde. Donc c'est l'occasion pour moi encore ici de renouveler mes condoléances à sa famille et plus particulièrement à une de ses filles qui est une amie à moi, donc elle se reconnaîtra. Donc je lui présente ici mes sincères condoléances et au-delà d'elle, toute sa famille. Maintenant, pour en revenir au face-à-face entre le Premier ministre et les députés à l'Assemblée nationale, bon, comme on le dit souvent, c'est un exercice qui commence à être une habitude ici au niveau du Sénégal. Quoique, s'agissant maintenant du format, tout cela, c'est des sujets auxquels on peut débattre. Mais moi, j'avoue que je n'ai pas retenu grand-chose de ce débat, de ce face-à-face entre le Premier ministre et les députés. D'autant que toutes les questions étaient connues d'avance. La seule nouveauté, c'est en fait cet échange, de mon point de vue, cet échange entre le député socialiste Barthélémy Diaz, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Mais pour le reste, je crois que c'était répétition, en toute sincérité. Je n'ai pas retenu grand-chose de ce face-à-face entre le Premier ministre et les députés du peuple. Voilà. Donc, après votre analyse, dites-nous, Karim Diakhaté, qu'avez-vous retenu de cet échange entre les députés et le Premier ministre? Merci, Mamanta. Je vous remercie déjà pour cette invitation. Je salue le président Sidi Lamine Niasse. Et je m'associe également au deuil présent du Sénégal avec la perte donc, du Khalife général Cheikh Al Maktoum. Et donc je présente mes condoléances à toute la Oumma islamique et en particulier au Khalife général actuel, Serigne Abdou Aziz Al Amin. Pour en revenir à votre question, je dirais quand même, contrairement à mon ami et confrère Moustapha Sow, quand même je retiens une chose de ce face-à-face entre le Premier ministre et les députés. La phrase où il disait en fait que la démocratie ce n'est pas un deal entre donc l'opposition et un deal avec le peuple quoi, sur le dos de l'opposition. C'est fondamentalement ce que j'ai retenu de tout cela, parce que, bon, comme l'a dit Moustapha, effectivement, le format, la manière dont les choses ont été présentées et autres sont assez, bon, disons, connus. Le Premier ministre commence déjà à pratiquer cet exercice. Je pense que c'est la 6e fois qu'il s'est présenté devant la représentation nationale. Et ma foi, il commence véritablement à prendre la graine. Il a été quand même assez explicite dans ses explications, mais comme on a eu à le dire, je pense qu'il y a quelques mois, c'était en fait la répétition, c'est une redite. C'est comme ce qu'on avait l'habitude en fait de dire en taquinant, une sorte de dictée préparée. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela en fait? C'est que voilà, du côté du gouvernement, on nous présente les choses vraiment sous de très bons auspices, que tout marche comme sur des roulettes. Bon, on essaiera de voir peut-être qu'au fil de notre discussion, nous verrons éventuellement peut-être les différents points sur lesquels nous pourrons nous prononcer. Voilà,
les différents points que nous allons évoquer très certainement, le cas à Khalifa Sall, on l'avait évoqué tantôt, Moustapha Sow. Alors, des échanges que le gouvernement avait promis de faire tous les 6 mois. Mais ce que l'on constate, le gouvernement avait dit 1 mois, 3 mois après, maintenant tous les 6 mois. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le régime s'y met juste pour, comme si le régime s'y met juste pour communiquer sur des questions brûlantes de l'actualité. Vous ne pensez pas que c'est une stratégie du gouvernement? Moi, en fait, non. Moi, je me dis que c'est la raison même de la présence du gouvernement à l'Assemblée. C'est pour communiquer sur les activités du gouvernement. C'est vrai que effectivement, il a été retenu que ce serait mensuel. Ensuite, on a dit que c'est trimestriel, maintenant semestriel. Mais cet exercice a pour objectif principal d'expliquer les actions du gouvernement aux représentants du peuple, et au-delà de ces représentants du peuple, aux Sénégalais, dans leur ensemble. Donc, c'est une stratégie. Seulement, dans toutes les démocraties, c'est ce qui se fait. Je disais tantôt que, maintenant, on peut discuter sur les formats. Parce que, dans les autres pays, c'est pas de cette manière-là que cela se passe. Au Sénégal, les autorités ont voulu que cela se passe de la sorte. Peut-être que c'est une première. Avec le temps, peut-être que le format va changer. Mais je pense que, de mon point de vue, ce format-là ne permet pas aux représentants du peuple, aux Sénégalais, de mieux s'imprégner sur ce qui se passe au gouvernement. Et puis ça ne permet pas aux représentants du peuple de poser les véritables questions. Comme Karim l'a dit tantôt, c'est des questions préparées à l'avance, et les autorités, le gouvernement, c'est déjà préparé. Donc là, ça permet quand même au gouvernement de bien peaufiner ses réponses et de donner la réponse voulue par l'État. Donc il n'y a rien de spontané. Je ne dirais pas que c'est pas objectif, mais quand même il y a rien de qui puisse nous permettre de nous dire, écoutez, vraiment il parle en âme et conscience de certaines questions. Donc voilà, moi, le problème auquel je suis confronté. C'est un exercice qui, de mon point de vue, est un bon exercice, qui permet aux représentants du peuple de mieux comprendre les actions du gouvernement, mais je crois que c'est le format qui pose problème. On peut toujours l'améliorer et permettre également aux Sénégalais de se rendre compte qu'ils sont bien représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Karim Diakhaté parlait tantôt de dictée préparée. Alors, le format qui dérange, que peut-on proposer? Est-ce que c'est le régime qui doit changer le format, ou bien c'est l'opposition qui doit prendre conscience donc, de ce format, essayer d'améliorer, comme vous dites? Non, en fait, nous avons un État, nous avons un gouvernement, nous avons une majorité à l'Assemblée nationale qui est composée des membres de ce gouvernement-là. Donc, s'il y a une amélioration à faire ou s'il y a un changement à opérer, même si l'opposition l'aurait voulu, ça ne pourrait pas se passer parce que c'est des lois qui vont être votées à l'Assemblée nationale, et si l'opposition n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, elle ne peut pas faire avancer une loi. Donc c'est en fait ça, c'est la loi de la majorité qui est de mise. Donc il faut faire avec. Tant que cette majorité-là ne voudrait pas que ce format-là soit changé, ça ne changera pas. Donc ce format, nous l'évoquions tantôt avec Moustapha Sow, 6 mois également, la fréquence de ce face-à-face avec le Premier ministre et les parlementaires, je l'ai dit tantôt. Alors comme j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas une manière pour le régime de revenir sur des questions? Parce que le cas Khalifa Sall a été évoqué entre autres questions, mais il y a d'autres questions beaucoup plus urgentes que ces questions politico-judiciaires. Vous ne pensez pas que l'État essaie de voir ce qui l'arrange pour poser cela à l'Assemblée nationale, sur la table des... Oui, en fait, c'est effectivement ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, il aurait fallu qu'il y ait des échanges interactifs, que ça soit vraiment vivant, mais cela coïncide à une demande. Vous savez qu'en fait, on est véritablement à un mandat, disons, du président, enfin, pas un mandat, mais disons à 5 ans. C'est un peu l'anniversaire donc de son accession à la magistrature suprême, depuis 5 ans qu'il est au pouvoir. Il fallait quand même porter la parole, montrer aux gens que les choses marchent quelque part. Et la conjoncture également intervient avec l'affaire Khalifa Sall que vous avez évoquée et les autres questions en suspens qui devaient quand même avoir quand même un certain traitement.
Donc, ceci, dans cela, a conduit peut-être le gouvernement à adopter cette démarche. Bon, le Premier ministre, vous vous souvenez, avait effectivement dit qu'il allait se présenter autant que faire se peut devant donc le Parlement, la représentation parlementaire pour éventuellement répondre à des questions d'intérêt national et autres. Déjà, le format, on l'appelle question d'actualité. Je pense que ça répond plus ou moins à cela. Seulement, ce à quoi on assiste, c'est très souvent en fait des genres échanges ping-pong d'une manière assez organisée, des choses en fait. La première question déjà, on lui demande une chose par rapport un peu à la gestion des dossiers, je pense, judiciaires et autres. Bon, il apporte une réponse, disons, préparée, tout ça. C'est pour effectivement canaliser un peu donc toutes les interrogations que les gens peuvent avoir et d'une manière également museler quelque part l'opposition qui, si éventuellement le format avait été changé, serait venu avec d'autres types d'interpellations. Donc il faudrait en tout cas essayer de revoir tout cela parce qu'on n'y gagne pas. Je pense que, en fait, très humblement, que notre démocratie doit mériter quelque chose de plus avantageux. Je ne dis pas que le Premier ministre n'est pas dans son bon droit. Le gouvernement doit s'expliquer autant que faire se peut, c'est vrai, mais il faudrait aussi permettre, bon, quand même à l'opposition d'avoir véritablement voix au chapitre. Mais si on s'en tient toujours à la répartition des voix, enfin, disons, des temps de parole, du temps de parole, comme cela est géré au niveau de l'Assemblée, il est évident que la part belle reviendra donc à la majorité qui pourra tout le temps, disons, préparer donc ces questions et y répondre. Maintenant, est-ce que quelque part ce sera, disons, quelque chose qui va aller dans le sens des attentes du peuple? Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Maintenant, il faudrait que les différents acteurs politiques et autres s'accordent pour essayer de trouver le meilleur créneau. Mais toujours est-il que, bon, on peut, par rapport à ces réponses, on peut toujours trouver quelque chose à dire. Il y a du bon, comme il y a aussi des points sur lesquels on pourrait revenir et qui pourraient éventuellement susciter des interrogations supplémentaires. Comme la question de la santé, le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, s'est prononcée également. Donc, elle a fait des promesses, hein, comme d'habitude. Alors, dites-nous, la pertinence de cet échange. Le ministre de la Santé qui vient faire des promesses, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui avance des chiffres, environ 5 millions d'inscrits notés donc, sur le fichier électoral. Quelle est la pertinence, donc, quelle a été la pertinence des réponses? En fait, vous savez, c'est des chiffres qui sont donnés. Et je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur, devant la représentation nationale, puisse donner des chiffres qui ne sont pas exacts. S'il dit qu'effectivement il y a 5 millions, un peu plus de 5 millions de Sénégalais qui sont inscrits, c'est parce qu'effectivement que ces chiffres-là sont exacts. D'autant que l'opposition a le loisir de vérifier ce que le ministre de l'Intérieur avance comme chiffre. Donc là, je ne pense pas que ça puisse poser problème. Maintenant, par rapport à ce qu'a avancé le ministre de la Santé, c'est normal aussi qu'elle le fasse. N'oublions pas que le gouvernement est en face des représentants du peuple. Et le gouvernement est dans l'hémicycle et les ministres parlent aux députés, aux représentants du peuple. Donc, ce sont ceux-là, les relais du peuple, ils constituent l'interface entre le gouvernement et le reste des Sénégalais. Donc, il leur est demandé, et puis, obligation leur est faite de donner des informations relatives du moins à des questions qui préoccupent ces gens-là. C'est vrai que le ministre, pour en rester au ministre de la Santé, elle a donné des chiffres. Et vous vous rappelez très bien les problèmes de santé qui se sont posés récemment au Sénégal, notamment l'affaire de la radiothérapie et beaucoup d'autres choses. Mais la radiothérapie, quand même, a focalisé l'attention des Sénégalais pendant au moins 15 jours. Et ce problème-là n'est pas encore réglé. Mais heureusement que le Premier ministre a donné des informations. Maintenant, il nous reste, nous, journalistes, députés, à vérifier les informations données par le ministre, les dates qui ont été donnés et voir si effectivement le gouvernement respectera les engagements qu'il a pris et les dates et chiffres qui ont été avancés pour ces problèmes-là soient réglés. Moi, je crois que, encore une fois, c'est normal que cela se passe. Mais, je le redis, je le répète, je pense que ce qu'il nous faut, c'est en fait
c'est revoir le format, cette manière de s'exprimer, d'aller à l'Assemblée nationale. Vraiment, c'est extraordinaire, mais je pense que c'est le format qu'il va falloir revoir pour au moins qu'il y ait beaucoup plus d'interactivité, qu'il y ait, entre guillemets, beaucoup plus de sérieux dans ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. À la place des invectives et injures, donc à quoi on assiste, ce à quoi on assiste à chaque fois. Nous allons y revenir d'ailleurs. Alors, je le disais tantôt, la pertinence des réponses donc, de nos ministres, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, comment analyser leurs réponses apportées? Bon, personnellement, moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est en fait la question qui était adressée au ministre de la Pêche, mais qui n'était pas sur place. Et je pense que c'est le ministre de l'Agriculture qui a un peu pris le relais un peu pour répondre à sa place. Il aurait fallu que le ministre de la Pêche puisse s'exprimer et répondre par rapport un peu aux interrogations sur le sort des pêcheurs donc sénégalais en fait qui ont eu des problèmes en Mauritanie. Donc de l'état de nos relations avec nos frères mauritaniens. Je pense que il était peut-être en Mauritanie en ce moment-là. Il était à Saint-Louis. Il était à Saint-Louis. Ouais. Donc voilà, en fait, je pense que ça a surtout retenu mon attention. Bon, mais le problème, c'est que quelque part, vous savez, le ministre de l'Agriculture est venu répondre à sa place. Bon, il a un peu, plus ou moins donné des réponses assez convaincantes, certes, mais il y a en fait un gap un peu à résoudre parce qu'il y a toujours le problème en fait de la gestion de la crise, de la petite crise entre guillemets qu'il y a entre donc nos pêcheurs et les gardes-côtes mauritaniens, disons l'État mauritanien pour ne pas le dire. Il faudrait essayer de voir comment gérer de manière en tout cas définitive cette crise, ce conflit latent qui dure depuis très longtemps. Et quelque part également, je l'ai entendu dire, je crois, qu'il y avait des démarches qui étaient faites, qui étaient initiées au niveau de certains pays de la sous-région, un peu pour permettre à nos pêcheurs d'y aller pêcher. J'ai pensé tout de suite à la Gambie, qui est devenue quand même, enfin, qui a toujours été, disons, notre voisin le plus proche et certainement le plus sénégalais, entre guillemets, également. Bon, mais au-delà, qu'est-ce qu'il faut donner comme une réponse, disons, pertinente à nos pêcheurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire entre-temps? C'est vrai que l'État a décaissé des moyens. Je pense que le président de la République a donné, je pense, une somme de 75 millions pour un peu assister les pêcheurs et leur permettre un peu en tout cas de revenir au pays. Mais cela ne règle pas totalement le problème. Il aurait fallu que le titulaire du poste, donc le ministre de la Pêche, qu'il puisse s'exprimer sur cela. Donc je pense qu'il le fera à son retour, mais il faudrait que les gens aient des réponses exhaustives à ces types d'interrogations. Bon, maintenant, par rapport à ce que le ministre de l'Intérieur a dit par rapport aux fichiers et autres, bon, jusqu'à présent, on attend d'être édifié par rapport à un certain nombre d'interpellations aussi, parce que l'opposition, des fois, agite le fait qu'il y a des problèmes au niveau du fichier électoral. Je pense que depuis quelques jours, ce sont les mêmes propos qui reviennent pour un peu douter de la fiabilité du fichier, et cela risque de poser problème demain. On parle de transfert de militants, on parle de changement, de déplacement de bureaux de vote, non, enfin de matériel servant en fait à la confection des cartes d'identité. Le ministre peut-être s'est prononcé sur la question, mais toujours est-il que justement cet échange avec les députés aurait permis qu'ils puissent véritablement montrer des documents, disons, fiables, des documents en tout cas sur lesquels personne ne trouverait à redire. Je trouve que cela n'a pas été fait. Vous êtes resté sur votre fin? Quelque part, oui. Parce qu'en fait, on peut, vous savez, les statistiques ou bien des chiffres, on peut toujours balancer des chiffres. Mais dans la réalité, il faudrait une explication de texte. Voyez-vous, on dit que, je vous donne un exemple banal, à Touba, où il y a par exemple 200 000 disons, potentiels électeurs, il n'y a pas suffisamment de matériel, en fait, de trucs pour pouvoir prendre les gens, et que dans le même temps, on puisse déplacer ça dans d'autres zones. Tout ça peut pousser certains à se poser des questions. Il aurait fallu que, quand même, le ministre puisse, bon, disons, dissiper les craintes et dire de manière vraiment, en tout cas très directe, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de péril en la demeure, comme pour dire.
Voilà. Mais sinon, bon, pour le reste, je pense qu'on l'a dit, c'est un exercice tout normal, mais bon, sur lequel également il y a quand même beaucoup de choses à redire aussi. À corriger. Alors, des législatives prévues au mois de juillet, que retenir de cette 12e législature qui va bientôt, donc, qui connaîtra un changement. Donc, il y a des têtes qui vont changer, mais le système sera en l'état. Vous partagez cet avis? Bon, en fait, tout dépendra des électeurs. En fait, ce sont les Sénégalais qui vont se choisir leurs députés. Maintenant, pour rester à la question que vous avez posée, que retenir de cette 12e législature, je crois que cette question-là a été déjà tranchée par certains députés qui se sont prononcés sur la question, qui ont dit, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, qu'en fait, c'est l'une des législatures il faut le dire, que le Sénégal est connu depuis les indépendances jusqu'à présent. Pourquoi ils le disent? C'est sur la base des constats qu'ils ont faits, notamment sur les textes de loi, sur les invectives, parce qu'il y a eu énormément d'invectives au niveau de cette 12e législature à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de lois qui sont passées qui posent problème. Comme d'habitude, moi je pense que par rapport à la majorité mécanique, rien n'a changé depuis les indépendances jusqu'ici. Vous avez la majorité, vous taillez des textes de loi qui vous arrangent. Quand vous n'êtes plus là, d'autres viennent, ils se taillent des textes de loi qui les arrangent. C'est ce qui s'est toujours passé et c'est ce qui se passe. À la seule différence que, moi je pense que on nous avait dit effectivement que cette législature, cette magistère sera une magistère de rupture, mais malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas vu cette rupture que nous attendions. Qu'est-ce qui l'explique? Moi, je me dis qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent l'expliquer. Je crois qu'on peut y revenir si effectivement vous le voulez bien. Donc, moi, je pense que voilà, en gros, ce que je retiens de cette 12e législature. Mais est-ce que vous espérez que c'est la 13e législature qui va s'installer pourra faire la différence, la rupture dont vous parliez tantôt? Je l'espère. En fait, c'est un espoir que j'ai et je crois que l'expérience doit servir à quelque chose. Les facteurs dont vous parlez. C'est pour cela que je dis que l'expérience doit servir à quelque chose. Il y a les facteurs qui expliquent cette situation parce que moi je pense que les Sénégalais dans leur majorité ont été beaucoup plus matures que certains de nos députés. Et là, moi je crois qu'il faut que nos élus, nos hommes politiques soient au même niveau que les Sénégalais. Parce qu'il y a certains qui pensent que la politique c'est une manière, en fait c'est juste pour ses intérêts du moment, alors que ce n'est pas ça. En fait, c'est des lois, c'est des perspectives pour une nation, pour un peuple. Ce n'est pas une affaire d'un groupe ou bien d'un parti politique. Quand on exerce un pouvoir, on l'exerce pour l'ensemble des Sénégalais. Mais on ne l'exerce pas pour une partie. Et moi, le constat que j'ai fait, c'est que jusqu'ici, ceux qui exercent le pouvoir l'exercent pour une partie, pour leurs partisans. Ils ne l'exercent pas pour l'ensemble des Sénégalais. Et il est de notoriété que la majorité des électeurs ne sont pas dans des partis politiques. C'est ce qui fait que souvent les gens sont déçus. Et jusqu'ici, je ne dis pas que les politiques n'en sont pas conscients. Ils sont aussi intelligents, sinon plus intelligents que nous autres. Mais en fait, de mon point de vue, ce qu'ils font, c'est en fait, ils gèrent leurs intérêts du moment, se disant que bon, c'est ce qui a toujours existé, c'est ce qui continue d'exister, alors que malheureusement, les Sénégalais ont une autre vision actuellement de la politique. Voilà, donc cette 12e législature, je l'ai dit tantôt, les têtes vont changer, mais le système va rester. Vous partagez ou bien? Absolument, en fait, je vais abonder dans le même sens. Bon, on dit souvent que rien n'a changé sous nos cieux. Ben, on regrette, c'est vrai, véritablement, on regrette les joutes oratoires. À l'époque, il y avait eu des législatures où, sérieusement, on savait qu'il y avait quand même des députés. À l'époque même, on parlait de députés du peuple et autres, même si certains, jusqu'à présent, essaient de s'approprier ce vocable. Mais sérieusement, je pense qu'on a une représentation parlementaire, pardonnement au rabais. Malheureusement,
quoi on assiste à l'Assemblée maintenant n'honore pas notre démocratie du point de vue de son approfondissement, du point de vue en tout cas des valeurs que nous prônons. Parce que si vous allez un peu dans la sous-région, que vous avez un peu la chance d'assister un peu, de suivre en tout cas des députés dans certains parlements de la sous-région ou autres, on a l'impression que c'est nous qui devions aller à leur école, un peu pour apprendre comment les gens doivent se tenir. Parce que, sérieusement, vous savez, c'est vrai que partout dans le monde, au niveau des assemblées ou d'autres parlements, on a pratiquement la représentation du peuple. C'est le peuple qui s'exprime, avec les mêmes tares, les mêmes, disons, comportements. En fait, l'Assemblée nationale n'est que le reflet de ce que la société offre, en fait. Maintenant, on trouve des gens qui, véritablement, n'ont pas leur place dans l'hémicycle. Des gens qui ne sont là que pour faire des peut-être querelles de borne-fontaine ou autre. On parle le niveau. Bon, très souvent, vous savez, on ne demande pas à un député d'avoir un niveau. Vous savez, le député, c'est quelqu'un qui est issu du peuple, qui peut être n'importe qui, un ouvrier, une ménagère et autre, mais il y a une tenue. Vous savez, je me rappelle, il y a une anecdote, comme on avait l'habitude de dire quand j'étais adolescent à l'époque, je pense, je l'ai entendu dire, il paraît que quand le président Senghor était parti voir Serigne Fallou, donc le vénéré homme, celui-ci lui avait demandé de prendre un de ces hommes comme député. Mais Senghor, il paraît, lui aurait répondu, mais Serigne Biki, qui Djangoul, pour lui dire qu'il faut qu'il puisse avoir un certain niveau. Et à l'époque, le saint homme lui avait répondu, mais du day tàccu il applaudit, il dit qu'il est député. Donc pour vous dire que cela n'a pas changé. Il y a des gens qui sont à l'Assemblée, mais qui ne savent même pas pourquoi ils sont. En fait, eux, ils entendent le nom de quelqu'un, ou bien c'est un gars de l'opposition qui parle, on lui crie dessus. Si c'est quelqu'un de l'opposition, c'est un ministre qui s'exprime, il y a des invectives à d'autres, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faut revenir un peu à nos valeurs, en fait. Quand même le respect de l'homme, le respect en fait de certains types d'attitudes, de comportement. L'Assemblée nationale, un peu, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le reflet de notre société. Mais vous savez que maintenant, avec un peu cette notion de village planétaire, les gens regardent les télévisions nationales pour savoir ce qui se passe. On regarde dans une assemblée où on voit des gens qui s'étripent ou qui se balancent des énormités. Pardonnez-moi, c'est vraiment pas concevable. Bon, maintenant, si on devait effectivement juger cette législature, moi je pense qu'effectivement, en tout cas de toutes celles que personnellement j'ai eu à un peu voir, effectivement, je dirais comme l'a dit Moustapha, c'est certainement la plus nulle. D'autant plus que le président du groupe parlementaire, je pense, de la majorité, le député Moustapha Diakhaté lui-même l'avait dit. Il avait dit qu'effectivement l'Assemblée n'était pas véritablement, ne répondait pas encore aux critères. Bon, maintenant, peut-être que quelque part, un peu d'eau a coulé sous les ponts. Peut-être. J'ai vu hier, il y avait un semblant de bonne tenue, jusqu'à ce qu'il y ait l'incident là. Mais j'ai vu qu'il y était un peu plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a un peu bêtement. Voilà. Malheureusement, voilà, ça c'est le constat quand même que j'ai fait. Je pense que beaucoup de Sénégalais ont fait ce même constat. Et nous allons parler donc de cette passe-d'armes entre le député maire socialiste Barthélémy Diaz et le Premier ministre, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, qui s'est fait également, qui s'est illustré avec ses propos également, des invectives, des injures. Quelle lecture faire? Cela nous permettra donc de passer au cas Khalifa Sall, sur la question Khalifa Sall. Bon, moi je pense que Barthélémy était dans son rôle. C'est un inconditionnel de Khalifa. Il défend Khalifa bec et ongles. Je crois que l'Assemblée nationale est une tribune pour se faire entendre. Et il s'est fait entendre. Maintenant, on reste à discuter de la manière dont il s'est fait entendre. Et je crois que ça revient sur ce qu'on disait tantôt par rapport à cette législature. Barthélémy, je pense, avait l'occasion, et il a saisi cette occasion-là pour dire tout haut, en fait, c'est son avis, sa pensée sur le cas Khalifa Sall. Pour lui et ses partisans, c'est une cabale qui est contre Khalifa Sall. C'est une question purement politique, c'est une affaire politique, l'affaire de Khalifa Sall là. Et donc, une question politique trouve toujours une réponse politique. Et là, je crois que c'est ce qu'il a
voulu faire passer à l'Assemblée nationale avec sa manière. Mais au point de ne pas respecter le règlement intérieur, voilà, parler ne pas attendre donc qu'on lui donne la parole. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est qu'en fait il fallait qu'il marque sa présence, quitte à enfreindre les lois. C'est ce qu'il a fait. Il sait que ce qu'il fait, c'est pas normal, mais il l'a fait, il s'est fait entendre. C'est en fait ça. C'est pas normal ce qu'il a fait. Mais en fait, c'était une stratégie pour lui, de mon point de vue. Il a usé de cette stratégie-là, il s'est fait entendre, et puis bon, il est parti. En fait, c'est pour vous dire, parce que aussitôt après, il est sorti. Il n'était pas venu à l'Assemblée pour écouter le gouvernement. Il était venu à l'Assemblée pour faire passer un message. Je crois que c'est en fait ça. Il a fait passer son message, il est parti. Il n'a même pas attendu qu'il soit évacué de la salle. C'est pour vous dire qu'effectivement, chacun vient avec sa stratégie. Bon, c'est la législature qui est comme ça. Bon. Et puis bon, c'est ça, les gens. Chacun fait ce qu'il veut et puis c'est terminé. Il n'y aura pas de suite à cela. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Karim Diakhaté, que c'est ce genre de comportement qui dénigre l'image de l'Assemblée nationale sénégalaise? Bon, mais en fait, là, quand même, il y a quand même enfin, il y a quelque chose d'assez particulier. Vous savez que j'ai quand même déploré effectivement le fait qu'il y ait souvent des querelles de borne-fontaine. Là, c'est par rapport un peu à la vie naturelle, normale de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se fait en session. Maintenant, pour le cas précisément de l'incident qu'il y a eu entre donc le député, l'honorable député Barthélémy Diaz et le Premier ministre l'autre jour, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Moustapha, c'était quelque chose de prémédité peut-être, mais Barth était effectivement dans son rôle. Vous savez, les acteurs politiques ont une certaine manière de marquer leur territoire. Le Premier ministre, d'accord, était effectivement en train de répondre à une interpellation. Là, je reviendrai à ce qu'a dit le président de la République lui-même quand on lui a posé une question par rapport à l'affaire Khalifa Sall. Il a préféré un peu mettre les gens devant le respect en disant « Écoutez, moi, je n'en parle pas ». Bon, le Premier ministre a parlé de l'affaire d'une certaine manière, sans pour autant entrer dans le fond. Il a dit, en tout cas en phrase liminaire, « Je ne vais pas me prononcer sur donc, une affaire en justice », mais il a prononcé des mots qui ont fait sortir Barthélémy de ses gonds, comme on pourrait dire. Maintenant, lui, c'est un député, il est dans son enceinte. Même si on peut dire qu'effectivement, c'est une éminente personnalité du pays qui est venue quand même les rencontrer, est-ce qu'il aurait eu véritablement, disons, la possibilité de s'exprimer s'il avait demandé la parole? Est-ce s'il avait demandé à parler? Je ne pense pas qu'on lui aurait donné la parole. Parce qu'en fait, il y a un règlement intérieur, vous l'avez dit, ça a été calibré, on sait telle ou telle les questions qui devaient être posées. Maintenant, lui, il a attendu que le Premier ministre donc sorte, en tout cas de mon point de vue, c'est l'analyse que j'en fais, sorte donc du cadre administratif pour entrer un peu dans des considérations politiques, pour avoir le comportement qu'il a eu. Maintenant, certains peuvent le condamner, bon, d'autres peuvent penser qu'effectivement, il a réagi en tant qu'homme politique qui défend une cause. Bon, maintenant, aux gens d'apprécier. Mais en tout cas, pour en revenir en fait à ce qu'on disait, il faudrait un peu plus de tenue de la part en fait de tous les acteurs politiques, un peu pour embrayer sur, je pense qu'on va aborder ce point, sur l'appel au nécessaire dialogue inclusif pour éviter en fait des débordements qui pourraient être préjudiciables. Voilà, donc c'est la transition pour passer donc sur l'affaire Khalifa Sall. Nous allons en reparler avec nos très chers invités. Alors, vous l'évoquiez tantôt, Moustapha Sow, vous disiez que c'est un acharnement politique. Maître El Hadji Diouf donc l'a fait savoir la fois dernière, juste après le face-à-face entre Khalifa Ababacar Sall, son DAF, et le doyen des juges d'instruction, ainsi que les co-accusés de Khalifa Ababacar Sall. Alors, le maître El Hadji Diouf a fait savoir que son client a été lavé à grande eau et puis qu'une demande de liberté provisoire sera bientôt introduite. Que retenir d'une telle évolution sur l'affaire Khalifa Sall? Bon, en fait, je n'ai pas dit que c'est un acharnement. C'est plutôt politique. Oui, c'est une affaire politique de mon point de vue. Oui, voilà. C'est une affaire politique et je crois que elle ne pourrait être réglée que politiquement, de mon point de vue.
Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser, moi je me dis que c'est dans l'ordre naturel des choses qu'une demande de liberté provisoire soit déposée pour permettre à Khalifa Sall de recouvrer la liberté. Si on en revient maintenant au déroulement, aux différentes péripéties, tout le monde l'a dit, vu la célérité avec laquelle cette affaire-là a été exécutée, ça a posé problème. Tout le monde, tous les Sénégalais se sont interrogés sur la rapidité avec laquelle l'affaire de l'inspection générale d'État, le rapport de l'inspection générale d'État a été, exécuté au niveau par le procureur. Maintenant, attendons voir, le juge doit apprécier. Je crois que le dossier n'est plus entre les mains du procureur, il est entre les mains, comme on dit, du juge assis. On va attendre son avis sur la question et je pense que ça ne va pas tarder. Mais qu'à cela ne tienne, moi je me dis que c'est un combat politique qui va se poursuivre. Parce qu'en fait, je crois que c'est des questions sur lesquelles les acteurs politiques ne peuvent plus revenir en arrière parce que c'est une affaire qui imbrique énormément de choses. Il y a la candidature de Khalifa Sall, les élections législatives qui s'approchent, les problèmes au sein du Parti socialiste, les problèmes de leadership. Toutes ces questions-là font que l'affaire Khalifa Sall n'est pas une affaire qui va s'estomper dans les jours à venir. Donc c'est dans le temps. Et donc ce seront énormément d'épisodes auxquels on va assister. Et donc là, si on essaie de nous lancer dans des perspectives, je pense qu'on risque de se tromper de perspective. Nous allons revenir sur le dossier, donc le dossier Khalifa Sall. Depuis, l'accusé a eu à se prononcer, Khalifa Sall lui-même. Son argumentaire, est-ce qu'il a avancé un argumentaire assez convaincant depuis le début jusqu'à ce moment? Moi, comme on dit en wolof, mbir mi tay na xel parce que Khalifa Sall n'est pas le seul maire de Dakar. Avant Khalifa, il y avait d'autres maires. J'ai entendu les explications qu'ont fournies les avocats de Khalifa Sall. J'ai entendu les explications venant de l'autre parti. On parle de commandes de riz, de mil qui n'ont jamais existé. Le DAF a été très clair, lui, il prenait l'argent qu'il donnait à Khalifa parce que c'est une tradition qui est là. Avant Khalifa Sall, il le faisait avec d'autres. Les inspecteurs du Trésor, idem, ont dit la même chose. Donc, moi, je pense que c'est une pratique qui était là. Maintenant, est-ce que c'est Khalifa, est-ce que c'est légal ou c'est pas légal? C'est le juge il appartient au juge de se prononcer sur cette question. Si ce n'est pas légal, est-ce que c'est Khalifa Sall seul qui doit payer les pots cassés et son équipe? Donc, et les autres maires qui étaient là, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'on me dise bon, c'est Khalifa Sall qui est aujourd'hui arrêté, les autres maires également vont suivre. C'est trop facile de mon point de vue. C'est trop facile. Et puis, autre chose, le dossier qui est sur la table du procureur n'est pas le seul dossier de l'inspection générale d'État. Il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres. Oui, effectivement. Voilà, il a annoncé. Bon, en fait, il y a entre l'annonce et l'effectivité, je crois que là, je crois que je ne peux pas trop m'avancer sur cela. Donc, au-delà du dossier de l'inspection, des dossiers, je veux dire, de l'inspection générale, des rapports de l'inspection générale d'État, il y a également des rapports de la Cour des comptes. Il y a également d'autres rapports qui étaient là, qui sont, d'ailleurs le procureur l'a dit, qui sont sur la table et que ces services sont en train de traiter. Et là, c'est des rapports qui datent d'1 an, 2 ans. Pourquoi le rapport de Khalifa Sall qui date de 2 ou 3 mois a connu cette célérité alors que les autres rapports... C'est une question de deniers publics. Mais est-ce que les autres rapports ne concernent pas des questions de deniers publics? Personne ne sait. Est-ce que les autres dossiers ne concernent pas des questions, des rapports qui concernent les deniers publics? Parce que je crois que les rapports de l'IG, c'est des deniers publics. Tous les rapports de l'IG qui sont déposés, qui nécessitent des poursuites, c'est par rapport aux deniers publics, à l'argent qui vous appartient, qui m'appartient, qui appartient à tous les Sénégalais. Donc là, moi, en fait, je m'interroge. Jusqu'à présent, je m'interroge sur cette affaire Khalifa Sall et j'avoue que je n'ai pas encore trouvé satisfaction par rapport à ce déroulement-là, en toute sincérité.
Voilà, donc le déroulement, un dossier qui avance avec bien sûr les avocats de Khalifa Sall qui comptent introduire une demande de liberté provisoire. Mais pour revenir sur ce feuilleton judiciaire, quelle lecture faites-vous? En fait, la lecture qu'on peut en faire, elle est simple. Je pense que le problème qui se pose actuellement, de mon point de vue, c'est le problème, la question de la qualification des faits qui sont reprochés au maire de Dakar. Est-ce qu'il s'agissait de fonds politiques ou non? En fait, toute la question est là. Je pense que le Premier ministre déjà un peu a eu à répondre à cela en disant qu'il n'y avait pas de fonds politiques en ce qui concerne la mairie de Dakar et qu'il n'y a même pas en fait de fonds politiques dans ce pays-là. Mais en fait, on sait que ce qu'on appelle en fait les fonds secrets ou les fonds de souveraineté. Certains parlent de caisse noire et autres. Pour certains, ce sont des fonds politiques. Ah oui, parce qu'en fait, il y a une tradition que les gens connaissent. Bon, je ne parle pas du cas, disons, exceptionnel du chef de l'État. Le président de la République a des fonds qui sont soumis un peu à, disons, l'examen de l'Assemblée nationale qui vote donc ce fonds, dans ces fonds de souveraineté qui lui sont destinés et qui sont, disons, sous son pouvoir discrétionnaire. Il en fait ce qu'il veut. Bon, mais on sait qu'il y a des institutions où les gens qui sont à la tête disposent de fonds. De fonds. Est-ce que ces fonds-là ont suivi ont le même traitement? Je ne le crois pas. Il y a forcément des fonds politiques quelque part. Maintenant, pour en revenir à ces problèmes de caisse d'avance ou autres, que ça soit tradition, en fait, quelque part, c'est vrai, le maire a fauté. Bon, maintenant, dans la pratique, est-ce que véritablement, s'il était resté dans le cadre du Benno, il y aurait eu tout cela? Bon, les gens s'interrogent. Certains disent que c'est parce qu'il a voulu un peu, disons, faire, cavalier seul ou bien, en tout cas, affronter le pouvoir qui s'est retrouvé dans cette situation. Mais bon, là, je vais donner un exemple assez similaire, un cas similaire de celui de Khalifa Sall, un peu pour comprendre un peu. Il y a eu un cas au Maroc, avec l'ancien maire de Marrakech, Omar Jazouli. Lui, il a été épinglé par la Cour de compte au Maroc, tenez-vous bien, en 2010. Un rapport de la Cour de compte, en 2010, donc, lui avait en tout cas signifié qu'il avait dilapidé des fonds publics. Et il s'en était servi pour des réceptions et autres dans une rubrique du budget, je pense que c'était administration générale. Lui, en fait, il en faisait des frais de réception et autres. Il avait fait profiter une vingtaine de personnes, dont un chef d'État africain à l'époque, en 2010, je crois. Il a été condamné il y a quelques mois, le 29 décembre passé, le 29 décembre 2016, à, je crois, 1 mois ou 2 mois avec sursis, bon, pour paiement d'une amende de, je crois, 1 million de dirhams, à peu près 60 millions de francs CFA et autres. Bon, peut-être qu'il va perdre ses droits civiques, je ne sais pas, mais bon, c'est à peu près le même cas. Disons, si les faits qui sont reprochés à Khalifa Sall sont avérés, là également c'est toujours le conditionnel que j'utilise. Maintenant, pour en revenir un peu à la demande formulée par ces avocats, je pense que c'est tout à fait normal que dans le cadre de cette procédure, si les avocats, effectivement, compte tenu un peu de ce qui a été dit, que certains, donc les gens qui étaient donc incriminés ont déchargé le maire par rapport un peu à sa connaissance, à son appréciation même des faits. Parce que quelque part, on dit que lui-même ne voyait même pas les documents. Que c'est une tradition, ça, on l'a vu. À l'époque, il y a des gens, en fait, qui pouvaient prendre directement de l'argent et donner à qui ils voulaient. Maintenant, quelque part, certains peuvent penser que c'est comme un butin de guerre. On ne peut pas donner à quelqu'un qui n'est pas de sa majorité les moyens de faire la politique contre soi. Ça, certains le pensent également. Bon, maintenant que la demande de mise en liberté conditionnelle ou provisoire est faite, attendons de voir. Je pense que le juge a peut-être 2 semaines ou 3 semaines pour se prononcer. De mon point de vue, je pense que quelque part, on pourrait effectivement lui accorder cette liberté provisoire. Bon, je pense qu'il a des conditions de, disons, de ce qu'on appelle représentation. Il va rester ici. Mais qu'en sera-t-il de son droit civique, de ses autres, voilà, et de sa carrière politique éventuellement. Et là également, il y a en tout cas une zone d'ombre. Bon, mais toujours est-il que, bon, voilà, c'est une affaire éminemment politique, il faut le dire.
même si, par ailleurs, même si le chef de l'État, effectivement, a instruit d'autres dossiers qui n'ont peut-être pas suivi le cours normal. J'ai pris l'exemple marocain pour vous dire que c'est une affaire qui remontait donc 2010 et qui vient juste de trouver son épilogue. Maintenant, pour le cas Khalifa Sall, je pense que depuis l'année dernière, ou depuis 2 ans... Mais celui de Khalifa Sall est parti... Mais très vite, sur les chapeaux de roue. Bon, oui. Quelque part aussi, les gens s'interrogent. Pourquoi cette précipitation? Bon, véritablement, certains peuvent s'interroger. Alors, l'avocat du maire Khalifa Sall a aussi évoqué a cité des noms, des bénéficiaires, disons, Benoît Sambou, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, entre autres dignitaires du pouvoir. Alors, on peut dire que c'est une manière de biaiser le débat un peu bien. Bon, en fait, moi, pour en revenir avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste revenir sur le cas Khalifa. En fait, moi, je me dis que lui, il a au moins le courage de dire qu'il récupérait l'argent. Lui, il n'a pas nié qu'il récupérait l'argent. Le DAF aussi a eu le courage de dire qu'il donnait l'argent à Khalifa. Et tous les deux, moi, je pense qu'ils ont eu ce courage-là. Ça, de mon point de vue, cela veut dire que c'est quelque chose qui est là, qui a toujours existé et qui, de mon point de vue, ne devrait pas poser problème au niveau de la ville de Dakar. Mais, soit, par rapport à la destination de cet argent-là, comme le dit Khalifa Sall ou bien le dit son avocat, c'est une caisse d'avance. Lui, il estime que c'est une caisse noire. Maintenant, bon, moi, je ne suis pas là pour jouer sur la polysémie des mots, et ainsi de suite. Caisse d'avance, caisse noire, ainsi de suite, tout ça. Non, parce que chacun y va de son expression, de ce qu'il veut, ou de là où il veut orienter le débat. Parce que si on se focalise sur ça, on n'en sortira pas. D'autres disent caisse d'avance, caisse noire. Ont eu à éclairer donc, voilà, la question. Malgré cet éclairage-là, tous ceux qui en parlent campent sur leur position. Pour les hommes de Khalifa Sall, c'est une caisse noire. Ils campent sur leur position. Pas plus tard, hier, bon, effectivement, ils disent que même si ça n'existe pas dans les textes, c'est une caisse noire. Pour les autres, c'est une caisse d'avance, c'est une régie d'avance, et tout cela. Bon, si on essaie de mon point de vue, si on essaie de nous focaliser sur ces expressions-là, on n'en sortira pas. Moi, je pense que l'argent a été décaissé. Pour les avocats, c'est en fait, je pense que s'ils donnent des noms, c'est pour essayer de justifier la destination de cet argent. Voilà, la traçabilité. Voilà, bon, mais il ne peut pas y avoir de traçabilité. Parce que Khalifa Sall a déjà tranché la question. Il dit que lui, il ne donnera jamais les noms des gens à qui il a remis l'argent. Mais pourquoi? Bon, parce qu'il dit qu'en fait, c'est une question de dignité. Parce que moi, écoute, je le comprends. Imaginez que quelqu'un, une personnalité, souffre d'une maladie, vraiment d'une grave maladie, que le maire le prenne en charge, l'amène en France. Vous pensez qu'on dira que cette personne-là, cette personnalité est malade, elle souffre d'une telle maladie? Par exemple, il donne de l'argent, il donne ça à un khalife général. Est-ce que ce serait bien que les Sénégalais se sentent que cet argent-là a été donné à tel khalife? Parce que nous avons notre soutour, comme on dit. Mais la reddition des comptes... La reddition des comptes, ok. Mais pour Khalifa, cet argent-là était destiné à cela. Et moi, je pense que... Bon, autre chose, si effectivement, l'argent, il dit qu'il ne l'a pas utilisé à ses propres fins. Il l'a donné à des personnalités. Bon, pour ceux du pouvoir, c'est un butin de guerre. C'était avec cet argent-là qu'il mène campagne, et tout cela. Bon, parce que chacun y va de son commentaire qui l'arrange. Bien sûr. Ouais. Donc, sur ces questions-là, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Et moi, je salue cette position de Khalifa de dire effectivement qu'il ne donnera jamais les noms des gens à qui il a remis l'argent. Et ceux à qui il a remis l'argent se reconnaissent. Des noms ont été donnés et jusqu'ici, ces personnalités-là n'ont pas encore démenti. C'est que cela veut dire, encore une fois, qu'effectivement, ces personnalités ont reçu de cet argent pour régler, et puis ce n'est pas de l'argent qui est remis pour leurs propres yeux, c'est pour régler des questions ponctuelles. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que le cas, cette affaire-là de régie d'avance
ou de caisse d'avance ou de caisse noire, c'est pas aujourd'hui que le problème va être résolu, d'autant que le président de la République a demandé à ce que cette régie d'avance-là soit éliminée. Et je crois que depuis l'année passée, cet argent-là n'alimente plus les tiroirs de Khalifa Sall. Donc c'est depuis l'année dernière que cela a été stoppé. Donc maintenant, il faut essayer de régler cette question-là. Comment il appartient aux juges et aux politiques de régler ça. Parce que comme on le dit, on le répète, c'est une question, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, elle est politique. Des personnes qui ont été citées, comme l'a si bien dit Moustapha Sow, Karim Diakhaté, donc des dignitaires du pouvoir qui ont reçu, selon Maître El Hadji Diouf, qui seraient des bénéficiaires. Quelle lecture faire d'une telle déclaration? Bon, il appartiendra à ces personnes de se justifier ou bien de démentir tout bonnement. Mais vous savez, le principe d'une caisse noire, entre guillemets, ou bien des fonds politiques, c'est qu'en fait, effectivement, il n'y a pas de listing, disons, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, l'histoire entre le président de la République d'alors, Abdoulaye Wade, et le maire de Thiès, Idrissa Seck à l'époque. Vous vous rappelez quand Idrissa Seck disait qu'il avait comptabilisé de tous les noms, de toutes les personnes qui avaient reçu des fonds et autres. Mais bon, ça c'est un autre problème peut-être, parce que bon, c'est des fonds politiques. À l'époque, avec le président Wade, de toute façon, il y avait des fonds politiques. Bon, maintenant peut-être que quelque chose a changé, mais des fonds politiques ont toujours existé. Bon, les fonds spéciaux, on connaît, les fonds de souveraineté, tout ça, c'est dans le même vocable, mais des fonds politiques destinés à entretenir une clientèle politique et à régler des problèmes politiques. Parce qu'en fait, il ne faut pas aussi voir toujours l'aspect négatif dans le politique. Il y a des questions politiques qu'on règle, disons Moustapha l'a dit, un chef religieux qui doit, disons, bénéficier d'une évacuation sanitaire au Maroc ou quelque part, l'État peut le prendre en charge ou une mairie ou autre. Donc ça a toujours existé. On a vu également des maires donner à des équipes, des trucs, des dons et autres. Bon, c'est vrai que dans la nomenclature comptable des différentes administrations, que ce soit les municipalités et autres, il y a effectivement des chapitres avec tout cela, dépenses pour des dons, subventions et autres. Mais en tout cas, pour le principe de la caisse d'avance, je pense que véritablement les conseils de Khalifa Sall ont eu à le dire. Ça a été, disons, quelque chose qui a été approuvé. Les choses ont suivi leur cours. Il y a eu un changement. Maintenant, moi, je m'attendais à ce que, quelque part, quand le président de la République a effectivement vu qu'il y avait problème, il a indexé ça pour que ça change. Bon, personnellement, de mon point de vue, il n'y avait pas à faire une suite judiciaire. Ça, c'est mon avis. Il fallait stopper ça, arrêter l'hémorragie d'abord, et éventuellement porter l'affaire, en tout cas, de donner ça pour peut-être un règlement, et que la justice suive son cours normal. Parce que la justice a son temps. On dit que le temps de la justice n'est pas le temps. Mais pour ce cas précis, ça a été tellement rapide que bon, les gens s'interrogent à juste titre pour dire que mais voilà, on nous parle de ces dossiers, on nous parle de 3 ou 4 autres dossiers, on attend de voir. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que dans le même temps, très rapidement, on puisse voir les autres maires qui sont dans la même situation. Et véritablement, je pense qu'on va peut-être vers cela. Le temps que peut-être le maire Khalifa Sall puisse bénéficier d'une liberté provisoire en attendant, essayons de voir s'il y aura d'autres développements. Bon, juste pour préciser encore, pour confirmer ce que j'ai dit, l'inspection générale d'État a fait le tour des mairies pendant presque 1 an. Pratiquement toutes les mairies ont été inspectées. Et des rapports ont été produits par rapport à tous les maires, toutes les mairies. Pourquoi extirper le dossier de Khalifa Sall et laisser les autres rapports, même si effectivement il y a eu des malversations dans ces mairies-là. Jusqu'ici, on n'a pas encore entendu pourquoi commencer avec le dossier de Khalifa Sall. Et que, là aussi, c'est des interrogations. C'est des questions que les gens se posent. Voilà, nous allons parler d'une autre affaire, donc celle Bamba Fall. Alors, nous allons suivre un élément avec la complicité de la régie. Donc, l'affaire Bamba Fall, rappelons-le, renvoyée au 28 mars. Il sera fixé sur son sort à cette date. Élément à suivre, Maître El Hadji Diouf qui se prononce sur cette affaire. Nous suivons avec la complicité de la régie, Cheikh Tidiane Diop. Décision devait être rendue avant
le 21 mars. Nous avons demandé, comme le prévoit la loi qui dit que si on ne statue pas dans le mois, la chambre d'accusation doit ordonner la mise en liberté provisoire immédiatement de l'inculpé. Donc nous avons demandé qu'on libère immédiatement Bamba Fall et ses co-inculpés. Et ça, c'est du droit pur. Maintenant, les considérations de fond importent peu, dès lors que la loi est violée. Le juge a fixé la date du délibéré au 28 mars, mardi prochain. Alors, merci à vous, cher Tidjane Diop, pour cet élément de Maître El Hadji Diouf, avocat qui s'exprimait sur l'affaire Bamba Fall. Alors, Moustapha Sow, la valse des socialistes en prison qui loin de connaître son épilogue, disons. Hein. Voilà, en fait, c'est une affaire qui est vraiment une... c'est des séries, c'est une affaire avec plusieurs épisodes, c'est une histoire avec plusieurs épisodes. Le cas Bamba Fall, vraiment, est un cas déplorable. Moi, je ne pense pas que ce différend-là qu'il y a au sein du Parti socialiste et qui existe dans tous les partis qui se respectent, dans tous les grands partis, il y a eu ces problèmes-là. Récemment, même au niveau de l'APR, il y a eu 2 incidents de ce genre, encore beaucoup plus graves que ce qui s'est passé au Parti socialiste, mais l'APR a eu la maturité de régler le problème en interne. En interne, oui. Les responsables de l'APR n'ont pas jugé et porté cette affaire-là devant la justice. Parce qu'en fait aussi, porter cette affaire-là devant la justice n'arrange pas l'APR. Alors que l'affaire de la maison du Parti socialiste arrangeait une partie des socialistes par rapport aux autres. C'est pour cela que cette partie que ça a arrangé est allée essayer en justice. Contre des personnes bien ciblées. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut aussi que je sois édifié, parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore trouvé la bonne réponse. Le procureur, dans sa sortie, a dit que le Parti socialiste a porté plainte contre X. Barthélémy Diaz a démenti l'information disant que Ousmane Tanor Dieng a porté plainte contre Bamba Fall. Parce que là, il faut que cette question-là soit éclairée. Si l'un ou l'autre ne dit pas la vérité, donc c'est parce qu'il y a un problème. Et ce serait beaucoup plus grave si c'est le procureur qui ne dit pas la vérité sur cette question-là. Parce que devant tous les Sénégalais, il a dit que le Parti socialiste a porté plainte contre X. Parce que je crois que cette question-là, il faut que les gens s'appesantissent sur ça. S'il dit autre chose que ce qui n'est pas dans la plainte du Parti socialiste, ça pose problème. Donc ça, c'était juste une question à laquelle j'aimerais vraiment trouver une réponse. Et j'attends effectivement que les uns et les autres bénéficient sur ça. Pour le cas de Bamba Fall, là aussi, moi je me dis que, comme le maître El Hadji Diouf l'a souligné dans cet élément-là, ils vont déposer une demande de liberté provisoire. Et là, je pense qu'aussi, là, je ne vois pas pourquoi mettre Bamba Fall en prison pour ces questions. Je me demande pourquoi on le met en prison pour ces questions. Mais Maître El Hadji Diouf a dit d'ailleurs qu'on devait faire le délibéré le 21 mars. Oui, hein? Le 21 mars, voilà, c'est ça. On a dépassé la date. Ouais, la date a été dépassée. Non, au-delà même de cela, ces questions, on prend un maire d'une commune, on le met en prison pour des querelles dans un parti au sein, dans l'enceinte d'une parti politique, des querelles internes d'un parti qui sont mis devant la justice et qui connaissent cette ampleur-là. On met en branle la police, la DIC, le procureur, le ministre de l'Intérieur. Vous voyez, cela n'en vaut pas la peine. C'est parce que si c'est arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'ils le veulent. De mon point de vue, ça m'engage. C'était pour régler le problème de ces gars-là qu'ils ont été embastillés. C'est uniquement ça, c'est des questions, encore une fois, purement politiciennes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le procureur a dit que le Parti socialiste a porté plainte contre X. Oui. Pourquoi saisir Bamba Fall? Voilà, donc d'après ce que le procureur a dit, une enquête a été menée. Une enquête a été menée et la police a découvert effectivement que c'est Bamba Fall qui est l'instigateur de cet incident où il y a eu des jets de sable, d'eau et tout cela. Et là, le procureur a estimé que Bamba Fall doit être embastillé. Il a été mis en prison
pour cette bataille-là au sein du Parti socialiste. Et donc, c'est ça, c'est le procureur. Donc, personne ne peut rien redire. Sa décision est telle qu'elle. Donc, on attend. On attend, voilà, on attend de voir. Alors, Karim Diakhaté, toujours sur cette affaire Bamba Fall, vous avez écouté les propos de Maître El Hadj Diouf lorsqu'il dit qu'il y a eu violation de la loi, avec bien sûr le mandat de dépôt, le délibéré qui devait être donc dit le 21 mars. La date a été dépassée, comme il l'a si bien dit. Comment analyser ces propos? Bon, mais enfin, ça c'est effectivement le sentiment du conseil de Bamba Fall, de son avocat. Mais bon, pour en revenir en fait à cette affaire, il faudrait quand même souligner que c'est quelque chose de très malheureux. C'est finalement en fait le Parti socialiste qui est en train peut-être de faire son introspection. C'est le Parti socialiste qui est en train, disons, de faire sa mue, pour ne pas dire sa mutation. C'est un parti qui est peut-être arrivé à la croisée des chemins. Ils sont en train peut-être de se chercher une nouvelle élite, comme a eu à me le confier un de mes amis qui est au fait des développements au sein de ce parti-là. Je pense que le problème fondamental, c'est en fait quel parti, quel héritage en fait laisser aux nouvelles générations en fait, aux jeunes du Parti socialiste en ce moment même. Ce qui se passe en fait, c'est que, vous savez, Bamba Fall, responsable du Parti socialiste, est effectivement également un membre éminent de la coalition Tahaou Dakar de Khalifa Sall. Il a été avec Barthélémy Diaz, un de ses principaux lieutenants. Et ma foi, il est évident qu'on ne peut pas imaginer quelque part Khalifa Sall aller en solo et Bamba Fall et peut-être Barthélémy Diaz être laissé en rade. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a comme une volonté, certains l'ont dit, de museler, en tout cas, un adversaire politique qui est susceptible un peu de créer des problèmes. Maintenant, pour en revenir en fait à ce que j'ai évoqué par rapport un peu à la situation Parti socialiste, c'est malheureux que le Parti socialiste puisse véritablement, disons, mettre, en tout cas, ses responsables, des jeunes, devant des difficultés innommables, disons, qu'on ne peut pas imaginer. Quelque part, vous savez, le Parti socialiste a connu des problèmes avec le départ de Djiboka à l'époque, ensuite de Moustapha Niasse, des autres, Robert Sagna, Soutiture et autres, mais jamais les problèmes n'ont atteint leur paroxysme comme ça l'est actuellement. Et je vous dis que de toute façon, pour ne même pas parler de Bamba Fall seulement, je pense que quand même la demande de liberté provisoire, comme pour le maire Khalifa Sall, pourra être, disons, examinée avec une certaine mansuétude quand même par l'autorité judiciaire, je crois. Parce que si le procureur ou bien le juge d'instruction, dans les deux cas, doit éventuellement demander un peu l'avis de la partie civile, en l'occurrence, disons, l'État, il faut le dire, parce que quelque part, j'ai entendu dire que le ministre même des collectivités locales pouvait éventuellement donner son avis un peu à leur libération. Rien ne pourrait s'opposer à ce qu'ils soient quand même libérés. Ne serait-ce que pour un peu permettre un retour à la paix sociale. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui puisse, qu'il y ait des débordements fâcheux qui pourraient demain nous amener, en tout cas, dans d'autres sphères. Le retour à la paix sociale, c'est la transition qui nous permet donc de parler de ce message d'apaisement du guide religieux, le khalife général des Tidjanes, Al-Amin. Donc, il a lancé un appel aux politiques, donc essayer de tempérer le terrain politique pour éviter une guerre civile. De manière donc. Moi, je crois que le khalife est dans son rôle, de même que l'archevêque de Dakar. Leur rôle, c'est de demander à leurs concitoyens d'œuvrer pour la paix. Et il appartient aux hommes politiques, aux citoyens, quels qu'ils soient, d'entendre cet appel et de le pratiquer dans leurs actions de tous les jours. Je pense que c'est un appel qui vient à son heure, avec tout ce qui vient de se passer. Le président de la République, je pense qu'a très bien entendu cela, et j'espère que dans les jours à venir, des actions, bien des mesures seront prises pour essayer de tempérer
la situation et permettre aux Sénégalais de vivre paisiblement et aux acteurs politiques, aux acteurs sociaux, aux Sénégalais lambda de vaquer tranquillement à ses occupations. Parce que si on voit ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé hier à Thiès, ce qui s'est passé à la Médina, en fait, c'est des épiphénomènes qui risquent d'embraser le pays. Parce que de plus en plus, des jeunes commencent à se révolter, à brûler des pneus, alors que je crois qu'on avait oublié ça. C'était vraiment des histoires que nous avions dépassées, mais ça ressurgit petit à petit. Et là, c'est pour cela que moi je pense que ce serait bien que le président suive l'appel du Khalife général des Tidjanes, qui, en fait, encore une fois, il faut le dire, parlait au nom de toutes les confréries, au nom de tous les chefs religieux. Donc là aussi, je crois que c'est l'occasion de le remercier et de prier pour lui, pour qu'il ait une longue vie, une centaine de fers. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. Votre analyse donc par rapport à cet appel, l'autoritarisme du pouvoir noté, qui a toujours été noté. Bon, enfin, personnellement, moi, je ne parlerai pas de l'autoritarisme ou autre, mais en fait, je vais effectivement embrayer sur le même registre. Je pense que effectivement le khalife général des Tidjanes et comme l'archevêque de Dakar également ont véritablement appelé les acteurs politiques un peu à revoir leur copie, parce que aussi quelque part les politiciens ne représentent pas, enfin les hommes politiques représentent une infime partie de la population. Il ne faudrait pas aussi qu'ils mettent un peu en péril nos vies. Maintenant, je pense que le Premier ministre parlait l'autre jour lors de son passage à l'Assemblée d'émergence inclusive. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait un dialogue inclusif sérieux. Le problème, c'est que là où le bas blesse au Sénégal, on appelle au dialogue, quelque part après les acteurs se lancent des pics pour dire que tel ou tel autre ne respecte pas un peu les conditions, les modalités du dialogue. Mais je pense que c'est le moment. Et surtout, un peu par rapport au contexte, qui vient un peu avec le rappel à Dieu donc, du vénéré Serigne Cheikh Al Maktoum, qui a toujours appelé un peu à cela. Je pense qu'il avait lancé des alertes. C'est suffisamment sérieux pour que les gens sachent que, quand même, quelque part, notre pays n'est pas un îlot de stabilité, comme certains peuvent le penser. C'est de l'utopie de penser qu'il y a une seule portion de territoire en Afrique ou même dans le monde où les gens peuvent être véritablement, disons, immunisés contre la violence. Il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul cas de violence. Ce n'est pas nécessaire que les gens s'étripent. Non, on peut tout régler, les divergences. Les gens les règlent autour d'une table. Parce que de toute façon, s'il y a des problèmes, finalement, on finira toujours autour d'une table pour en discuter. Donc je pense que c'est un appel qui doit être saisi au rebond. Et en cela, je pense que le président de la République, donc le président Macky Sall, a un rôle majeur à jouer. C'est le président de la République, le président de tous les Sénégalais, comme les gens le disent. Il faudrait qu'il prenne de la hauteur. Bon, je pense qu'il a fait des actes positifs, certes, mais il faudrait en fait qu'il ait encore cette magnanimité, qu'il aille vers les gens, qu'il force un peu, même les acteurs politiques qui sont résolument contre lui, à venir vraiment parler, et puis de manière franche, pour qu'on nous épargne un peu, en tout cas, les périls qu'on voit dans d'autres pays. Voilà, donc le temps est épuisé. Là, nous allons clore donc, le débat. On m'a fait signe du côté de la régie que c'est fini. Alors, merci à notre chers invités. Merci, Moustapha Sow. C'est moi qui vous remercie et à bientôt. À bientôt, à très bientôt, Inch'Allah. Alors, merci également, Karim Diakhaté. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité, très chers invités. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de choisir Walf TV pour vous informer. Merci à Cheikh Tidiane Diop, il était du côté de la régie. Oustaz Hassan Diouf a coordonné ce numéro. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. Ce sera pour un nouveau numéro d'Actu en 7.